à tous, bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Vous le savez, nous diffusons dans 200 pays et nous sommes partenaires avec Ouest France, avec Nice Matin, avec 20 minutes, avec France Antilles, le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Mon invité ce matin, eh bien, c'est Raphaël Glucksmann. Bonjour et merci d'être avec nous. Raphaël Bonjour. Glucksmann. Évidemment, vous êtes en plein dans l'actualité. Hier, vous avez été exfiltré du défilé du 1er mai à Saint-Étienne. Quasi unanimité d'ailleurs ce matin de la classe politique pour condamner cette exfiltration. Est-ce qu'on sait précisément maintenant qui vous a exfiltré? Hier, c'était pas tout à fait clair. Est-ce que vous avez une vue un peu plus précise? C'est pas une exfiltration, c'est une attaque violente pour nous expulser d'une manifestation dans laquelle nous étions venus soutenir les travailleurs de Casino qui font face à un immense plan social et qui à Saint-Étienne donc. Ouais, à Saint-Étienne. Vous avez une idée précise de qui? Parce que hier, c'était pas trop clair encore. Et ce qui est certain, c'est que c'était des membres des jeunesses communistes et qu'il y avait aussi des membres de la France insoumise, qui d'ailleurs ont revendiqué l'action, les deux, les militants de la France insoumise étant extrêmement fiers de cette action. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre un terme à la brutalisation du débat public dans notre pays, que ça va trop loin, et que ce n'est pas simplement les gens qui attaquent physiquement qui sont responsables. Ce sont aussi les gens qui utilisent le discours public pour propager des mensonges, des calomnies, des diatribes, qui font de la stratégie du bruit et de la fureur. Manon Aubry, la tête de liste LFI, vous a soutenu. On a vu son tweet en disant qu'il fallait que la démocratie s'exprime. Jean-Luc Mélenchon a été très modéré aussi dans son tweet. On peut soutenir après, mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter de calomnier, il faut s'arrêter de tout faire monter constamment aux extrêmes dans le débat public français. Moi, vous savez, je nous conçois dans notre campagne comme une digue contre cette brutalisation du discours public. Moi, je veux faire une campagne qui est centrée sur l'Europe, sur ce que nous proposons pour l'Europe, pour une Europe sociale, écologique, solidaire, humaniste. Dans la vie, vous êtes quelqu'un de doux? Vous êtes quelqu'un d'apaisé? Je suis quelqu'un de poli déjà et de calme, mais je suis quelqu'un de ferme aussi. Et je tiens à dire que tous ces groupuscules violents qui pensent nous impressionner ne font que renforcer notre conviction. Et que jamais, jamais je ne baisserai la tête face à des gens qui utilisent la violence comme arme politique. Ça doit être à proscrire de nos démocraties, d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent. Même quand elles viennent de gens qui se revendiquent de gauche, la violence est à proscrire de manière extrêmement ferme. C'est Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique et Parti Socialiste aux élections européennes, qui est notre invité dans Face au territoire ce matin. Dans un instant, Patrice Moyon de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Patrice Moyon. Bonjour Cyril. Dans les thématiques du programme et des idées de Raphaël Glucksmann. Vous étiez à Nantes il y a quelques jours en meeting. Vous avez martelé « taxer les riches, taxer les riches ». Vous n'avez pas peur de faire fuir les capitaux? Non, parce que nous voulons le faire à l'échelle européenne. Et ce n'est pas taxer les riches, c'est taxer les plus riches, c'est-à-dire les multimillionnaires et les milliardaires qui, aujourd'hui, en proportion de leur fortune, payent finalement moins d'impôts que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Donc concrètement, ça passerait par quoi? L'idée que nous portons, et c'est aujourd'hui une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire une sorte de référendum d'initiative partagée à l'échelle du continent européen, l'idée que nous portons, c'est d'installer une taxe sur les 0,1% les plus riches. C'est-à-dire vraiment, on ne parle pas là du pêcheur de l'île de Ré qui avait défrayé la chronique au moment de l'ISF en France. On parle des multimillionnaires et des milliardaires. Et je dois dire qu'à la base de notre initiative, en plus d'activistes écologistes, de leaders sociodémocrates, eh bien, il y a des multimillionnaires et des milliardaires qui disent qu'aujourd'hui, ils doivent contribuer à la mesure de leur fortune, à l'effort de solidarité pour financer la transition écologique. Parce qu'en fait, il y a financer la transition écologique. Ce qu'on observe, c'est que le fossé ne cesse de se creuser entre les États-Unis et l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on rattrape ce différentiel de compétitivité? Pourquoi le fossé se creuse? Pourquoi? Parce qu'en fait, en Europe, nous avons posé des règles, et il fallait poser des règles. Ça s'appelle le pacte vert, des normes, des objectifs contraignants. Mais nous n'avons pas mis les moyens derrière pour atteindre ces normes, pour faire de la transition écologique une grande révolution industrielle. Et là, il faut qu'on passe à l'étape 2, l'étape de la planification. Il faut qu'on montre qu'en fait, on va rapatrier des chaînes de production, des usines sur notre territoire en faisant cette transition. Il faut montrer que la révolution énergétique, c'est pas simplement une contrainte, c'est même pas du tout une contrainte, c'est au contraire une libération, une émancipation pour l'Europe. Et ça suppose des fonds. Et le problème qui se pose à tous les candidats qui vous promettent la transition écologique, c'est qu'ils ne disent pas comment ils vont la financer. Et nous avons un plan
pour financer cette transition. Et selon la Commission européenne, c'est 400 milliards par an en plus à investir. Est-ce que c'est encore possible alors que la Chine maîtrise aujourd'hui 60% de la chaîne de valeur verte ? Eh bien, il faut rapatrier ces chaînes de valeur. Aujourd'hui, c'est le projet géopolitique chinois de contrôler les industries de la transition. Ce n'est pas le jeu du marché, c'est un projet géopolitique. Et donc, on va échanger notre dépendance au gaz russe contre une dépendance à l'industrie chinoise. On doit redevenir souverain en Europe. Et ça suppose des investissements, ça suppose aussi des protections de notre marché. Moi, j'étais avec les dirigeants de Systovi, une entreprise française florissante qui fabriquait des panneaux photovoltaïques et qui avait misé sur une technologie d'avenir. Eh bien, Systovi a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que la direction du Parti communiste chinois a décidé de diviser par 4 les prix, de manière artificielle, les prix des panneaux photovoltaïques chinois, et que l'Europe a laissé faire, que les dirigeants français ont laissé faire. Ils ont laissé ratiboiser notre production, et moi, je veux mettre un stop à ce déclin. Alors, vous appelez à la création d'un fonds souverain européen doté de 200 milliards d'euros par an. Comment est-ce que vous allez le financer ? Eh bien, par la taxation des plus hauts patrimoines et par un emprunt commun. Ce que nous avons fait face à la pandémie, nous devons pouvoir le faire face à la perspective de l'effondrement climatique et du déclassement géostratégique de l'Europe. Il faut comprendre qu'on est vraiment à un moment de bascule. C'est-à-dire que si on ne réagit pas dans les mois et les 2 ans qui viennent, eh bien, nous serons une puissance vassalisée en Europe. Nous n'aurons plus d'autonomie, nous n'aurons plus de liberté, nous serons totalement dépendants des États-Unis et de la Chine. Or, on ne peut pas se le permettre. Vous avez pris des positions très fortes pour l'Ukraine, pour défendre l'Ukraine. Vous appelez également à la création d'un fonds qui permettrait de financer la défense européenne. Mais aujourd'hui, quand on regarde de près les chiffres, 80% des équipements qui sont donnés à l'Ukraine ne sont pas fabriqués aujourd'hui en Europe. Donc comment est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on soutient une industrie européenne de la défense ? En fait, disons la vérité, nous avons pendant 40 ans délégué les fonctions de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Et nous pouvons avoir le 5 novembre 2024, Donald Trump élu président des États-Unis. Et donc, nous pouvons nous retrouver seuls. Ils ont payé les États-Unis quand même. Ils ont réglé. Ils ont financé ça. Mais oui. Mais donc on leur a délégué, mais en échange, ils l'ont financé. Mais oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation de dépendance. Et moi, je ne peux pas me résoudre à ce que la sécurité de l'Europe dépende tous les 4 ans des électeurs du Michigan ou des électeurs de Floride. Et donc, il faut impérativement qu'on assure nous-mêmes notre sécurité. Il faut que l'Europe devienne adulte. Ça suppose des investissements, oui. La Commission européenne a proposé des plans de financement. Ce sont les États membres qui les refusent au moment où on parle. Et donc, nous allons pousser pour qu'enfin, on devienne sérieux sur les questions de défense. Toujours sur la transition verte, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui s'expriment notamment en Allemagne avec l'industrie automobile en disant peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite pour cette transition verte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut garder le cap. 2035. Mais il faut mettre le paquet sur l'accompagnement. Il faut faire de la planification. Il faut aider les entreprises de l'automobile à se reconvertir. Mais vous savez, les patrons des entreprises automobiles nous disent maintenant, ne changez plus 2035, parce qu'on est en train de se réorganiser en fonction de cet objectif. Et donc, il faut tenir un cap. Et le problème des dirigeants occidentaux en général et européens en particulier, c'est qu'ils sont incapables de tenir un cap. Donc, dès qu'il y a une protestation, ils reculent. Et ça donne une impression de zigzag permanent. Quand vous êtes un entrepreneur, vous voulez juste savoir vers où on va, que ça ne change pas en permanence. Eh bien, nous avons un cap clair, nous l'indiquons, et il y a beaucoup d'industries qui en profiteront. Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique et Parti Socialiste, qui est notre invité ce matin. C'est une tradition dans cette émission, regardez, écoutez Chonu, qui est dessinateur éditorialiste à Ouest France, qui a une question à vous poser sous forme de dessin, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonjour. Putsch de la France insoumise dans les universités qui veut imposer le conflit israélo-palestinien dans la campagne des européennes. La stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon semble vous profiter et vous rattraper. Valérie Hayé, tête de liste Renaissance dans les sondages. Voici ma question. Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne était-il le discours d'un président ou d'un candidat? Auquel cas, faut-il que l'Arcom le décompte? Voilà, c'est oui, non. Est-ce le discours d'un président, d'un candidat? Le discours d'un président soutenant une candidate. Moi, je ne rentre pas dans les techniques de l'Arcom ou pas l'Arcom. Moi, ce que je veux, c'est répondre à Emmanuel Macron sur le fond. 1h50 sur l'Europe et quelles avancées proposer. Et surtout,
par rapport au premier discours de la Sorbonne, moi je ne suis pas pavlovien. Quand Emmanuel Macron dit quelque chose de bien, je ne vais pas dire que je suis opposé à cette chose simplement parce que c'est Emmanuel Macron. Mais le discours de la Sorbonne, il avait suscité l'intérêt parce que c'était un début de mandat. Il y a eu 7 ans qui se sont écoulés. Et qu'est-ce qui a été fait sur l'Europe sociale? Qu'est-ce qui a été fait sur l'Europe écologique par Emmanuel Macron? Eh bien, des blocages des directives les plus progressistes proposées par la Commission européenne, qui n'est pourtant, vous me l'accorderez, pas spécifiquement un organisme gauchiste ou zadiste, n'est-ce pas? La une de Ouest France. Les difficultés à rendre la justice environnementale aujourd'hui. Ah oui, grosse une, évidemment. Merci beaucoup. Patrice Moyon, éditorialiste à Ouest France. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît, vous dirigez la rédaction de Géostratégie Magazine. Bonjour, bonjour Raphaël Glucksmann. Alors, vous parliez au mois de février de mobiliser l'épargne des Européens pour l'effort de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on entend parler régulièrement de l'union des marchés de capitaux. Et aujourd'hui, plus précisément, de l'union de l'épargne et de l'investissement. Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, a rendu un rapport à ce propos. Mais est-ce qu'on parle de saisie sur les comptes, de titrisation? Et vous, lorsque vous parliez de mobilisation de l'épargne, qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifie qu'on oriente, qu'on fixe un cap et qu'on permet justement, vous savez, c'est de la tuyauterie en fait, en réalité. Et le problème qu'on a, la titrisation. Le problème qu'on a, c'est que l'épargne européenne, qui est massive, on a un continent d'épargnants, 3 000 milliards, voilà, est dirigée vers finalement des investissements aux États-Unis. Non, mais là, vous parlez de la direction personnelle, c'est-à-dire que la personne qui détient son épargne investit ses capitaux. Et donc, il y a des incitations, il y a des incitations à faire valoir, et surtout un cap clair qui permet justement d'orienter l'épargne. Mais comment allez-vous définir que telle ou telle personne ou telle entité ne doit plus orienter son épargne vers telle action ou tel marché? Qu'est-ce qui va l'encadrer? Eh bien, c'est la puissance publique qui va noter. Il y a des capacités d'investissement qui sont redirigées. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est donner le là avec la puissance publique et ensuite orienter les épargnes et les capacités financières. Sanctionnant, on peut l'imaginer, donc en imposant ceux qui n'orienteraient pas vers les directions qui ont été décidées par la puissance publique. C'est bien ça? Et oui. Donc ça, c'était votre plan par rapport à la redirection de l'épargne. Mais que pensez-vous de l'union de l'épargne et de l'investissement? L'union des marchés des capitaux, déjà. Voilà. Mais elle a été rebaptisée. Aujourd'hui, ça s'appelle l'union de l'épargne et de l'investissement. Mais c'est un serpent de mer qui existe depuis longtemps et qui s'appelait comme ça. Eh bien, il faut le faire. Mais il faut le faire en donnant, dans ce cas-là, des capacités de supervision à l'Europe. Et donc, ça veut dire un saut fédéral, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'union du marché des capitaux. Que les Luxembourgeois ne veulent pas aujourd'hui. Exactement, ce que j'allais dire. Ou les Irlandais. Vous précédez toutes mes paroles. non, mais c'est vrai, parce que comme on est d'accord... on n'est pas forcément d'accord, moi je vous interroge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous précédez ce que j'allais dire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un saut fédéral dans cette question. C'est-à-dire que si vous faites juste l'union des marchés des capitaux, mais que vous n'avez pas une supervision forte à l'échelle européenne, eh bien, vous avez la cacophonie en réalité. Vous n'avez pas l'union des marchés. Et donc, et vous avez l'absence de règles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dépasser les obstructions de certains pays, en particulier le Luxembourg. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes partisans sur toutes ces questions du passage à la majorité qualifiée. À l'Europe fédérale. Mais concrètement, ça veut dire que Charles Michel, le président de l'Europe, a parlé de mobiliser dans un premier temps 9 000 milliards dans les Échos, sur 33 000 milliards. Et dans le rapport Noyer que je me suis procuré, on peut entendre et lire l'ex-gouverneur dire qu'il va falloir créer un produit d'épargne européen pour financer la retraite. Ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont être... C'est celle-ci la question, qui vont être contraintes donc par la puissance publique de déposer leur argent dans un produit d'épargne européen. C'est-à-dire que l'argent va être bloqué sur un long terme, comme l'on dit en finance. C'est bien ça ? C'est pas obligé que ce soit à long terme. Par contre, ce qui est... Le produit d'épargne, c'est ce qui ressort du rapport Noyer. Voilà, c'est ce que Christian Noyer définit à long terme. Nous, ce qu'on définit, c'est en fait une supervision européenne avec une orientation européenne. Personne ne sera contraint. Enfin, je veux dire, c'est pas... on va pas venir... Personne ne voudra bloquer son épargne. Personne n'a intérêt à individuellement bloquer son épargne. Personne va venir sur... Vous inquiétez pas, vous avez une épargne, vous êtes inquiet. Bien sûr. Non, je suis pas inquiet. Non, mais je parle pour les concitoyens, je suis journaliste. Donc, bien sûr que j'ai une épargne comme tout le monde, vous, tout le monde. Et donc, ce que je veux dire, c'est que personne ne va venir voler votre épargne pour l'affecter à l'industrie de l'armement. Par contre, on va créer un marché européen de capitaux qui oriente les investissements vers ce qui définit les intérêts stratégiques et vitaux de l'Europe. Transition écologique, numérique, armement. Voilà, trois axes. La transition écologique,
et ça, c'est des investissements qui sont extrêmement rentables. Ouais. La transition numérique, ce qui nous permettra de ne pas être complètement largués. Mais et la défense, parce que c'est un enjeu absolument vital. Et donc, en fait, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, ces investissements sont rentables, comment se fait-il que sur les marchés, il n'y ait pas d'investisseurs qui, de leur plein gré, investissent leur argent, leur liquidité? Parce qu'il n'y a pas... La pompe n'est pas amorcée par la puissance publique. C'est ça, au début... Mais c'est pour ça qu'en fait, quand on pense qu'on peut simplement s'en sortir avec des investissements publics, on se trompe. Quand on pense par ailleurs que le jeu du marché va permettre d'orienter les capitaux vers les industries qui sont ultra rentables à terme, non plus. Ben non, ça ne marche pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une puissance publique qui fixe un cap extrêmement clair. Quand vous avez l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, que l'État américain fixe un cap extrêmement clair sur les énergies renouvelables, sur les infrastructures électriques, sur la capacité des États-Unis à récupérer les chaînes de valeur qui sont parties en Chine sur les industries de la transition. Au départ, c'est un investissement qui est risqué en réalité. On sait, vous et moi, puisqu'on a étudié le dossier, qu'à terme... Non mais c'est hyper important. On sait qu'à terme, c'est rentable. C'est fini, excusez-moi. On sait qu'à terme... Oui, mais juste une seconde. On sait qu'à terme, c'est rentable. Simplement, aujourd'hui, en Europe, les capitalistes sont dans le culte du court terme. Et donc, à court terme, effectivement, on peut douter du fait que ce soit immédiatement rentable. Et pour ça, la puissance publique, elle, met l'argent et oriente les investissements vers le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un mix des deux. Et que le simple investissement public ne suffira pas, et que par contre, le jeu du marché finira par profiter aux États-Unis, puisque eux ont fait l'investissement public. La une de géostratégie, que se produirait-il si la France quittait l'euro? Alors, je ne vous réponds pas, mais j'aurais poursuivi ce débat avec vous bien volontiers. Je vous invite d'ailleurs à un entretien pour Géostratégie Magazine. Merci beaucoup, Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Une question à vous poser en duplex de Nice. On écoute Denis Caro. Bonjour Raphaël Glucksmann, on le voit, la question climatique est loin d'être prioritaire dans les sujets abordés lors de cette campagne des européennes. Dans un sondage Ipsos réalisé dans 18 pays, moins d'un tiers des électeurs considèrent que l'Europe a un impact positif en matière de protection de l'environnement. Comment l'expliquez-vous et comment faire pour inverser la tendance? Je l'explique par l'absence de capacité de l'Europe à fixer un plan politique. Parce qu'en réalité, quand on regarde les grandes décisions favorables à l'environnement et à la transition écologique, elles ont été prises à l'échelle européenne. En réalité, le pacte vert européen est extrêmement ambitieux et permet justement d'enclencher, d'initier cette révolution écologique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pacte vert seul conduira à une forme d'insurrection partout en Europe. Parce que c'est des normes, parce que c'est des objectifs contraignants. Et qu'il faut passer à la deuxième phase, et c'est tout notre projet, passer à la deuxième phase, qui est celle des investissements, qui est celle de la planification, qui est celle de l'accompagnement. Bref, faire en Europe ce que Joe Biden a fait aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire des investissements massifs avec un cap clair. Et ça, pour que ça arrive, il faut que les sociaux-démocrates remportent cette élection. On a compris que Raphaël Glucksmann votait Joe Biden. Non, je ne vote pas Joe Biden. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le plan américain a un immense manque. Et c'est lié à la culture américaine et au rapport américain à l'énergie. L'immense manque, c'est la sobriété, qui n'est absolument pas posée dans le plan américain. Ils font comme si les énergies, y compris renouvelables, étaient infinies. Et donc, en réalité, nous, ce que nous proposons, c'est un plan d'investissement massif et c'est aussi un investissement dans la sobriété. La sobriété, ce n'est pas un truc de Amish, comme le dit notre président. La sobriété, pour un pays ou une nation ou un continent importateur d'énergie fossile, c'est un gain de liberté. Et c'est aussi des filières extrêmement rentables. Non, mais vous m'aviez dit que vous étiez coupable, je vois que c'est vrai. Passionnez-vous pour le recyclage, pour la filière de la réparation. Nous, on veut instaurer un droit à la réparabilité. C'est un marché d'avenir. Réellement, c'est des emplois non délocalisables. Merci. La une de Nice Matin, l'hôpital fragile face aux hackers, c'est à Nice. Merci. C'est un énorme sujet. Absolument. Dans un instant, on en reparle d'ailleurs. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction adjointe du Point, est sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff. Bonjour. Je voulais qu'on regarde ensemble, qu'on réfléchisse ensemble aux frontières européennes. Vous avez travaillé en Géorgie auprès de l'ancien président qui est aujourd'hui emprisonné. Comment analysez-vous ce qu'il se passe aujourd'hui dans le pays ? C'est le réveil de la société démocratique géorgienne. Vous dites c'est un ancien président qui a été emprisonné, qui a été
emprisonnés par un oligarque pro-russe, par un gouvernement pro-russe autoritaire contre lequel se réveille la société géorgienne. Et ces jeunes qui manifestent dans les rues de Tbilissi aujourd'hui, c'est, si vous voulez, le sens même de l'Europe. Ils manifestent avec des drapeaux européens. Pourquoi ? Parce qu'ils identifient l'Europe. L'Union européenne devrait-elle faire plus pour ces anciennes républiques soviétiques qui aspirent, enfin dont les populations ont des valeurs qui sont celles de l'Union européenne ? 85% des Géorgiens veulent intégrer l'Union européenne et partagent les principes constitutifs de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, ses dirigeants, font preuve d'une lâcheté sans nom face à ces petits tyrans. D'une lâcheté ou alors de prudence aussi. On voit que l'aspiration européenne de l'Ukraine a réveillé quand même la colère de la Russie. Est-ce que les frontières de l'Union européenne, pour vous, elles vont jusqu'au Donbass ? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, au risque alors, je vais vous reprendre et on sera en désaccord. Ce n'est pas l'aspiration européenne de l'Ukraine ou l'intégration européenne de l'Ukraine qui a réveillé la colère de la Russie. Vladimir Poutine, depuis sa prise de pouvoir, a fait de nos démocraties ses ennemis. Il a ciblé l'Europe, son architecture de sécurité depuis l'origine. Il a envahi la Géorgie, il a attaqué l'Ukraine. Il serait intervenu malgré tout, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de raison que nous lui avons offert pour qu'il intervienne. Ça, c'est le discours des poutino-pacifistes qui expliquent que c'est de la faute en fait à l'Occident et à l'Europe si jamais il y a la guerre en Géorgie ou la guerre en Ukraine. Non, c'est la faute de Vladimir Poutine, de son agenda de révision des structures internationales, de son agenda rétrograde et de son opposition, mais ontologique à nos démocraties. Autre sujet qui se passe, qui accourt aux frontières de l'Union européenne, c'est l'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a repris le Haut-Karabakh. Ses projets d'annexion territoriale ne sont pas terminés. Que fait l'Union européenne ? Pourquoi elle est si absente sur ce dossier ? Vous voulez une réponse ? Et c'était d'ailleurs lié à ce qu'on a évoqué juste avant, qui était la transition énergétique, le gaz. On a un contrat gazier avec Bakou et notre dépendance aux énergies fossiles nous rend faibles géopolitiquement. Donc, ce n'est pas juste pour le climat qu'il faut... Donc, ce serait quoi la solution alors ? C'est de dénoncer ce contrat gazier, c'est de s'émanciper de notre addiction aux énergies fossiles, le gaz et le pétrole. En Algérie, le gaz ? Mais c'est de faire cette révolution énergétique qui nous permettra d'être indépendants énergétiquement. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et donc, en attendant... Faire sans gaz, c'est quand même compliqué. En attendant... Écoutez, on nous avait expliqué que c'était impossible de faire sans le gaz russe, on a réussi. Donc, on est en passe de réussir. Pas l'Allemagne. On est en passe de réussir. D'ailleurs, le principal problème n'est plus l'Allemagne là-dessus. Sur le gaz russe, le principal problème, c'est les importations de gaz naturel liquéfié françaises. C'est la France le premier importateur. Donc, il faut impérativement être beaucoup plus ferme avec Bakou et il faut désormais sanctuariser le territoire arménien. Nous, ce que nous proposons, c'est que l'accord franco-arménien de défense soit étendu à l'Union européenne et qu'on investisse dans la sécurité des Arméniens et qu'on offre une perspective à l'Arménie. L'Arménie s'est dotée d'un gouvernement dirigé par M. Pachinian qui a fait le choix de l'Europe, quitte à se prendre les foudres de Vladimir Poutine. Si nous trahissons ce choix de l'Europe, le message que nous allons envoyer, c'est que nous n'avons rien compris à ce qui s'est passé en Ukraine. C'est ce que nous n'avons rien compris à ce qui se passe depuis 20 ans, où chacune de nos faiblesses encourage les tyrans à déclencher la guerre. Vous voulez la paix sur le continent européen ? Vous voulez la paix pour les Arméniens ou pour les Ukrainiens ? Il faut que l'Union européenne fasse preuve de fermeté face à Bakou, face à Moscou ou face à Ankara. C'est une nécessité. C'est une nécessité vitale. C'est le point 1 de notre projet. Et une défense européenne avec l'arme nucléaire ? Une défense européenne, d'abord, c'est la constitution d'une base industrielle commune que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas capables de produire les obus nécessaires pour le front ukrainien. Mais ensuite, oui, il faut poser sur la table des têtes nucléaires. La question, non, pas des obus avec des têtes nucléaires, la question non pas de la mutualisation de la dissuasion française, mais la question de l'extension de la dissuasion française au territoire européen. C'est une question extrêmement importante qui ne sera pas réglée dans une dépêche AFP, qui doit être discutée avec l'ensemble des partenaires européens, mais ça doit être sur la table. Dernière question. La une du Point revient sur l'accord passé à la SNCF qui détricote le grand braquage, la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord du coup privé par rapport à un accord, une loi c'est pas privé, c'est un accord interne. Oui, un accord interne, voilà, c'est ça. Par rapport à des règles collectives qui devaient s'appliquer à tous, c'est-à-dire qu'on reculait de 2 ans l'âge de la retraite. Est-ce qu'il faut aller vers une privatisation de la SNCF aussi ? Non, il ne faut pas aller vers une privatisation de la SNCF. Il ne faut pas aller vers une privatisation de la SNCF. On a vu en Angleterre ce qu'a donné la privatisation du rail et des trains. Alors comment la mettre aux normes dans une entreprise normale ? Non. Attendez, c'est extrêmement important. Au cœur de notre projet, il y a l'Europe du train.
Et ce qu'on a constaté en étudiant les différents systèmes, c'est que la SNCF, le fait qu'elle soit justement pas privatisée, c'est un atout pour la France. Et qu'il faut au contraire relancer une part qui a été minorée, qui est celle du fret. On ne fera pas la transition écologique sans des investissements massifs dans le ferroviaire. Et donc, ce n'est pas du tout le moment de déstructurer la SNCF. Merci, Mais Armel de déstructurer les accords, oui. Mais non, il y a toujours eu des accords au sein de la SNCF qui étaient spécifiques. Après, moi, franchement, je n'ai pas lu encore votre journal. Je le lirai avec plaisir et je vous dirai ce que j'en pense. On va vous le donner. Armel Le Goff, directrice Merci. adjointe de la rédaction du Point. Merci. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes sur ce plateau. Voilà, vous le savez, c'est Raphaël Glucksmann, notre invité, tête de liste Place Publique et Parti Socialiste aux élections européennes. Raphaël Glucksmann, habituellement, vous vous plaignez qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler. Donc parlons de l'Europe féministe, qui vous tient à cœur. Je vous remercie. Et vous n'avez pas demandé à en parler, hein, je tiens à le préciser. Comment on a vu que c'était dans les points, donc spontanément, vous l'avez évoqué. Voilà. Comment la mettre en place et avec quels alliés au Parlement européen? Parce qu'on sait que la droite, l'extrême droite, ne vont pas être d'accord pour inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits européens fondamentaux ou refuseront le concept de Gisèle Halimi, de la clause de l'européenne la plus favorisée. Vous savez comment ça se passe au Parlement européen au tout début de la mandature? Et d'ailleurs, c'est caricaturé ici en disant qu'il y a une coalition. C'est pas vrai. Au tout début de la mandature, les principaux groupes se mettent autour de la table pour définir l'agenda législatif. Eh bien, notre groupe, le groupe social-démocrate, qui est aujourd'hui la deuxième force et qui aspire à devenir la première à l'issue de ces élections, mettra dès le premier jour des négociations sur la table la question de la clause de l'européenne la plus favorisée, si chère à Gisèle Halimi. Et juste pour expliquer ce que c'est le fait que chaque européenne puisse bénéficier des législations les plus progressistes pour le droit des femmes, exactement, en Europe. Donc des législations qui existent déjà, c'est pas une utopie, c'est des législations qui existent déjà. Par exemple, la politique de lutte contre les violences faites aux femmes en Espagne, qui est de loin la plus efficace d'Europe, ou la politique sur l'égalité salariale menée dans les pays scandinaves, de loin plus progressiste qu'ailleurs en Europe. On imagine bien que certains pays, sans vouloir les caricaturer, mais la Hongrie ou la Pologne, n'auront pas cette volonté-là. Eh bien, nous allons en faire un sujet de rapport de force politique entre le Parlement et le Conseil et ses États membres. Mais vos alliés hongrois ou polonais seront d'accord avec vous, quitte à se mettre en difficulté à l'intérieur? Nos alliés, moi je veux dire, je vais vous parler de M. Biedron, qui est notre allié social-démocrate polonais, qui était fer de lance de la lutte contre le gouvernement ultra-réactionnaire du PiS. Eh bien, il sera à l'avant-garde de ce combat. Et donc, bien sûr, c'est un rapport de force politique. Je ne vous garantis pas que ce sera accepté par tout le monde, mais ce que je vous garantis, c'est que si nous avons, nous, la force politique, le 9 juin, pour porter cela, nous le porterons avec une force et une vigueur que n'ont aucun des autres partis sur cette question. Et je veux dire aussi que nous rouvrirons la directive sur les violences faites aux femmes pour imposer la définition européenne du viol fondée sur le consentement que le gouvernement français a bloqué à l'échelle européenne. Ce féminisme, on vous l'a inculqué soit à la maison, soit peut-être à l'école, ou si vous l'avez, c'est par vos rencontres ou vos lectures qu'il est arrivé? Je pense que ça vient de ma mère d'abord. Et j'ai... En fait, si je vous dis la vérité, c'est aussi un égoïsme. C'est-à-dire que moi, je ne me sentirais pas libre et je ne me sentirais pas à l'aise dans une société tant que l'égalité ne sera pas résolue. Tant qu'à travail égal, il n'y a pas de salaire égal. Et je pense que le féminisme, c'est aussi une libération pour les hommes. C'est-à-dire cette sensation d'égalité. Et c'était déjà ma réaction face au mouvement MeToo quand il y avait toutes les polémiques. Ça a été de dire, mais non, moi, je ne pense pas que ce soit la première marche vers l'oppression. Au contraire, c'est une libération et une émancipation pour tout le monde. Le terme aujourd'hui est péjoratif et pourtant, est-ce que vous vous sentez un homme déconstruit, c'est-à-dire de vouloir être totalement légal et d'avoir cette prise de conscience? Alors, je ne sais pas si j'emploierais pas le terme déconstruit parce que je ne suis pas dans la philosophie de la déconstruction. Moi, par contre, je pense au terme de libre. Moi, c'est la liberté. La liberté, y compris vis-à-vis des préjugés patriarcaux, y compris vis-à-vis des préjugés machistes, et la liberté d'être soi sans devoir s'inscrire dans un rapport de domination. Moi, je pense que c'est un soulagement pour les hommes aussi, une société réellement égalitaire. Et c'est pour ça que je me bats et que je dis que le féminisme, c'est d'abord un combat mené par des femmes courageuses pour l'égalité, mais c'est aussi un combat collectif et universel, en fait.
La une de 20 minutes. La une de 20 minutes, oui, sur les deepfakes qui pourraient toucher la campagne des élections européennes. On sait que c'est une manière, les deepfakes, de pouvoir influencer le vote et surtout de propager de fausses informations. 10 secondes, vraiment 10 secondes, parce que moi j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences et j'ai été dans plusieurs laboratoires pour étudier justement les deepfakes. Et la capacité qu'on a à complètement bouleverser le jeu politique. Et j'aimerais alerter les citoyennes et les citoyens. On entre dans une ère de turbulence entre les progrès technologiques et les manipulations de l'information orchestrées par des régimes qui veulent déstabiliser nos démocraties. C'est un moment de chaos. Il va falloir s'habituer à vivre dans le chaos, apprendre à reconnaître le vrai du faux dans un monde de faux semblants. Ça va être extrêmement tumultueux, donc merci d'en parler. Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. On va partir pour les Antilles. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire dans Face au Territoire, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Raphaël Glucksmann. Au plan national, les Outre-mer sont quasi absents de la campagne pour les élections européennes. Pour la liste que vous conduisez, quelle est la mesure phare en faveur de ces territoires ultramarins? Et selon vous, quelle place doivent-ils occuper au sein de l'Union européenne? La première chose qu'on doit faire, et c'est vrai tous les 5 ans, parce que c'est lié à une perspective historique, c'est de convaincre de l'importance pour l'Europe. Ce n'est pas juste ce que l'Europe peut faire pour les territoires d'outre-mer, mais ce que les territoires d'outre-mer apportent à l'Union européenne. Et quand vous êtes polonais ou balte, c'est compliqué à comprendre au départ. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Mais la deuxième, la mesure phare, c'est qu'en fait, on a un système POSEI qui s'applique à l'agriculture. Nous voulons l'étendre à la question qui est centrale de la souveraineté énergétique de ces territoires dans la révolution énergétique et à la question de l'eau. Ça sera la première mesure qu'on demandera l'extension de POSEI. Parfait, merci. Au revoir, Raphaël Hernandez. Merci beaucoup. Dans un instant, Floréal Hernandez. Raphaël Glucksmann est notre invité ce matin. Demet Korkmaz sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Avec des nouvelles de la nuit aux États-Unis. La nuit aux États-Unis qui était un peu agitée. Et puis, il y a surtout, lors d'un premier vote, le Congrès américain qui a élargi la définition de l'antisémitisme en reprenant celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Alors, je vais vous donner la définition de cette alliance. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard, une certaine perception. Est-ce que vous pensez que cette définition est une bonne définition? Est-ce qu'elle ne prête pas à une ambiguïté? Une certaine perception des Juifs qui peut... Moi, franchement, je suis incapable de répondre à votre question, là, comme ça, brûle pour point. Vous me la soumettez, j'y réfléchirai. Ce que je vais... Vous savez que le premier principe de quelqu'un qui a fait des études de philosophie, c'est de dire « je sais que je ne sais rien » quand il n'en est pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on a une recrudescence aujourd'hui de l'antisémitisme fondée sur des perceptions, justement. Des perceptions qui assimilent les Juifs au gouvernement Netanyahou, qui assimile les Juifs aux puissances d'argent. Ça, c'est une vieille perception, au contrôle des médias ou de l'agenda politique. Est-ce que critiquer l'État d'Israël est aussi une perception Ben non. La critique, dans ce cas-là, moi, je serais quoi alors? Parce que moi, je critique le gouvernement israélien de manière régulière. Parce que les mouvements contestataires aux États-Unis sont beaucoup attaqués sur cette question de mouvements antisémites. Il y a une différence entre mener une critique acerbe, parfaitement légitime, vu les crimes qui sont commis à Gaza ou l'extension permanente de la colonisation en Cisjordanie, une critique acerbe du gouvernement israélien et de l'extrême droite israélienne, disons-le les mots. Enfin, c'est un gouvernement avec des ministres d'extrême droite, fascistes même, dans leur expression, et une critique acerbe, radicale, des crimes qu'ils commettent, et de l'autre côté, la négation de l'existence de l'État d'Israël. Ça, c'est deux choses qui sont très différentes. Moi, je suis, depuis le début, dans une critique de la colonisation et dans une critique de la punition collective du peuple palestinien et des crimes commis par le gouvernement israélien. Mais par contre, la négation de l'État d'Israël, là, ça doit être un tabou. Et malheureusement, il y a souvent une frontière qui est franchie. Y compris dans les universités américaines, c'est ce que vous pensez? Quel regard portez-vous sur Burn Tel Aviv, ça, c'est pas une critique du gouvernement israélien. Et donc, le problème qui se pose, c'est que chaque mouvement de contestation, aussi légitime soit-il, parce que s'indigner de ce qui se passe à Rafah, à Gaza
ou en Cisjordanie est parfaitement légitime. Chaque mouvement de contestation doit mettre une digue. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des digues qui sautent. En France y compris. Et que quand on chante « From the river to the sea », c'est pas « on veut un État palestinien ». C'est un problème, ça. Et donc ça, il faut savoir restaurer des digues. Et je vous le dis... Mais comment vous expliquez cette contagion, par exemple? Si ces digues ne sont pas rétablies, les victimes de cette confusion mentale ici, ça va être la cause palestinienne. Ça va être la cause palestinienne. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter d'arrache-pied, non pas simplement pour une solution à 2 États, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut dire et répéter, mais elle recule à chaque colonie, mais pour un agenda vers la reconnaissance effective de l'État palestinien et des droits des Palestiniens. Une question sur la dissuasion nucléaire proposée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut partager cette dissuasion nucléaire avec les pays européens? Alors, je vais être objectif. Il n'a pas dit partager la dissuasion nucléaire, parce que partager la dissuasion nucléaire, ça voudrait dire que vous avez finalement 27 États qui vont décider d'appuyer sur le bouton ou pas. Et ça, moi, je pense que c'est pas du tout le moment de faire ça. Donc, mais par contre, l'extension, exactement, l'extension des intérêts vitaux français au territoire européen pour permettre une défense autonome du territoire européen, si jamais les États-Unis, par exemple, basculent dans le trumpisme et dans l'isolationnisme, ben, c'est une question évidente. Quelle serait la ligne rouge alors? À quel moment la France devrait accepter de mettre à disposition son arsenal nucléaire s'il y a une attaque nucléaire sur le continent européen? C'est le même principe. En cas d'attaque nucléaire. On fait partie d'une alliance atlantique qui existe déjà et qui a un article 5 qui est assez ambigu d'ailleurs, il ne faut pas le dire. Mais donc c'est attaque nucléaire contre attaque nucléaire, c'est ça que vous dites? On va pas... Déjà, on ne peut pas rentrer dans un détail sur ces questions. On ne peut pas rentrer dans le détail sur ces questions. Je reprends vos propos. Le principe de base qui est posé sur la table, et à mon avis, la base de la discussion, qui est à mon avis la base de la discussion, c'est est-ce que la France, seule puissance dotée de l'Union européenne, doit prendre en compte le territoire européen dans la définition de ses intérêts vitaux? Merci. À cela, je réponds oui, à l'issue d'un processus de discussion avec les pays européens. Ce n'est pas la France qui peut le décider seule, ce n'est pas l'Élysée que ça décidera seul. Un coupable, Poulette. Vous avez vu l'enchaînement des questions ultra profondes, je ne peux pas répondre en 2 secondes. Non, vous allez laisser répondre. Non, mais je vous remercie de la profondeur des questions. Mais... Dernière question, vous vous sentez comment dans l'environnement du Parti Socialiste? Parce qu'on a reçu, il y a quelques jours, à votre place même, Ségolène Royal. Elle n'y est pas. Donc... mais elle a été quand même candidate à l'élection présidentielle pour le Parti Socialiste. Je voudrais vous passer cet extrait de ce qu'elle dit de vous. Si Raphaël Glucksmann réussit son parcours aux européennes, il ne devient pas incontournable dans cette route-là vers la présidentielle? Raphaël Glucksmann, on ne l'a pas vu pendant 5 ans. Il a été élu est-ce que les gens savent qu'il a été élu en 2019? Vous l'avez vu pendant 5 ans venir rendre des comptes sur son mandat, parce que ce sont des électeurs nationaux. Vous l'avez vu auprès des mouvements sociaux? On ne l'a pas vu. Donc là, il ressurgit pour retrouver sa place au Parlement européen. Donc il refait le tour de la France. Mais il était où pendant 5 ans? Il était là, aux côtés même du mouvement agricole. Il était là au moment des luttes pour contre la réforme des retraites. Alors comment il a émergé dans le débat? Comment a-t-il émergé? Parce qu'il a été choisi par l'appareil du PS. Le PS est le seul parti qui n'a pas fait de primaire pour la tête de liste aux élections européennes. Ils viennent donner des leçons de démocratie. Est-ce que c'est entendable? Mais où j'étais pendant 5 ans? J'étais au Parlement européen, parce que moi, quand je suis investi sélectionné par l'appareil du PS, par le suffrage des Françaises et des Français, moi, je bosse, madame. Moi, je fais le taf. Et donc, moi, au Parlement européen, j'ai créé la commission spéciale sur les ingérences étrangères et je l'ai présidée pendant tout le Parlement européen. Une commission qui protège la sécurité et la souveraineté des citoyennes et des citoyens européens. Mais l'homme de l'appareil du Parti Socialiste, au fond, c'est ça la critique. Je ne parle pas d'appareil, là je parle que faisait-il pendant 5 ans J'ai porté, moi, au Parlement européen, la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises contre les multinationales. J'ai porté l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage qui protège à la fois les droits humains et nos producteurs. Par exemple, les producteurs de panneaux photovoltaïques qui sont en train de fermer les uns après les autres face à la concurrence chinoise. Moi, j'ai l'homme d'un appareil. Comment vous vivez ça? Comment peut-elle me qualifier, moi, d'homme d'appareil? Moi, je suis entré en politique par la mobilisation de la société. J'ai mobilisé des millions de jeunes Françaises et de jeunes Français pendant ce mandat. Mais ça gêne ces critiques des caciques du Parti Socialiste ou pas? Moi, les critiques de quelqu'un qui nous a expliqué
qu'il n'y a pas eu de bombardement sur la maternité de Mariupol et qui fait l'apologie constante du capitulationnisme face à Vladimir Poutine ou des théories les plus loufoques sur l'ensemble de la sphère complotiste, ça ne me dérange absolument pas, parce que quand on a des convictions dans la vie, quand on parle clair, quand on parle franc, eh bien oui, on a des adversaires. On a des adversaires et il faut assumer le conflit dans la vie civile. Et je sais que j'ai des adversaires précisément à la hauteur de mes convictions. Oui, je suis même sanctionné par le régime chinois. Eh bien, j'assume cela comme une médaille d'honneur, voyez-vous. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'être venu dans cette émission Face au territoire. vous êtes tête de liste Place Publique et Parti socialiste aux élections européennes. Et bonne journée à vous. Merci, David Kortmaz. Au revoir à tous.